L'actualité à la une ce matin, la CENI à la rencontre des partis politiques et la société civile. La commission électorale leur a expliqué le système de sécurité mis en place pour les élections à venir. Explications et réactions dans ce journal. Les Chebabs ont abandonné leur dernier bastion en Somalie suite à l'assaut des forces de l'Union africaine. C'est l'information du jour. En Afrique de l'Est, les islamistes parlent d'un repli tactique, film d'une victoire annoncée dans cette édition. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. La CENI rassure une fois encore sur la qualité de son fichier. Barthélémy Kiri et ses collaborateurs ont rencontré hier la majorité pour présenter le mode d'enregistrement des électeurs cette année. Avec ces consultants, ils ont insisté sur la transparence. Drissa Seri. Instruit pour régler définitivement la question du fichier électoral, la CENI a été autorisée à adopter la biométrie, un système d'identification qui permet de s'assurer que chaque électeur est inscrit une et une seule fois sur la liste électorale. Le message des techniciens est sans équivoque. Les fichiers tels que conçus, il est impossible de passer entre les mailles du filet. Je pense qu'aujourd'hui les résultats sont bons par rapport aux phases d'enrôlement qui ont eu lieu sur le terrain. En fait, la qualité des données est excellente. Ils sont près de 4 500 000 électeurs à se faire enrôler. Le processus de dédoublonnage permettra de déterminer le nombre de personnes habilitées à voter. L'objectif de la CENI est de faire en sorte que les électeurs qui sont effectivement retenus sur la liste puissent voter. C'est notre recherche de transparence permanente qui nous a amené donc à cela. C'est que les uns et les autres voient concrètement comment est-ce que nous procédons. Actuellement, nous avons récupéré l'ensemble des données brutes. Nous sommes en train maintenant de récupérer chacune des empreintes que nous allons comparer à tous pour pouvoir maintenant identifier quels sont ceux qui sont inscrits en double ou plus sur le fichier électoral. Mais nous souhaitons que ça soit fait avec tout le monde. Souci de transparence, volonté affichée d'éradiquer la fraude aux acteurs présents, le processus de dédoublonnage a été expliqué de long en large. Nous avons été davantage convaincus du fait qu'il y a un travail scientifique qui a été opéré, il y a un travail méthodique qui a été enclenché et qui s'affirme progressivement, qui va nous rassurer, qui va nous permettre de faire donc des élections transparentes où véritablement nous allons minimiser le maximum de contestations, de protestations et autres. Selon le président de la CENI, les listes électorales provisoires seront publiées très prochainement pour permettre aux uns et aux autres de formuler des observations. Peu après, c'était au tour de l'opposition et de la société civile d'assister à la démonstration de la commission électorale. Le scénario reste le même, l'objectif aussi, rassurer les différentes parties. Eleonore Yerbanga. 8 serveurs de 64 gigas chacun pour comparer les empreintes des citoyens inscrits sur la liste électorale. Après l'enrôlement biométrique, les données sont en effet consolidées dans le serveur central de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la détection et la suppression des doublons. Outre la comparaison des empreintes, les opérateurs procèdent également à un contrôle minutieux des informations et des portraits. Un processus qui rassure les organisations de la société civile. Et notre souci, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons. Notre souci, c'est faire en sorte que le site, qui est un citoyen pour une voix. Et avec les explications que les techniciens viennent nous donner, nous sommes vraiment rassurés que ces élections de 2012 vont vraiment bien se passer. Je me suis rendu compte qu'ils ont mis du sérieux pour que ce soit transparent et que tous les hommes de bonne volonté qui voudront s'engager peuvent le faire avec beaucoup de confiance pour que les élections se passent dans la sérénité. Entre échanges et visites des locaux, la CENI ambitionne de mettre à la disposition des partis politiques et des organisations de la société civile le système d'installation et de sécurité mis en place pour un scrutin fiable. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'ouvrir à la société civile les portes de la CENI. C'est qu'ils voient l'opération de dédoublonnage, en quoi elle consiste et quels sont les résultats prévus.
visible. Et là, vous avez vu, les gens semblent satisfaits. Nous pensons que ça crée les conditions pour que la classe politique, la société civile, l'ensemble des citoyens acceptent les résultats à la fin du scrutin. Au regard des dispositions prises par la CENI, les organisations de la société civile s'engagent à mobiliser les Burkinabés pour une participation massive aux élections couplées du 2 décembre. Et tout cela pour prévenir les risques de fraude et pourquoi pas professionnels, comme c'est le cas du SIAPRO. Le symposium de l'audiovisuel et de la prévention des risques professionnels de Ouagadougou a pris fin hier sur un appel, dit appel spécial de Ouagadougou. Nathalie Sawadogo, Yacouba Goro. L'organisation d'une campagne sous-régionale de prévention des risques professionnels, l'organisation d'un atelier technique sous-régional des communicateurs traditionnels, ce sont là quelques actions prioritaires de l'appel spécial dit de Ouagadougou pour la réalisation des actions prioritaires lancées à l'issue des travaux par la présidente de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, IAPRP. Les travaux ont duré 4 jours et ont permis aux participants de formuler d'autres recommandations. Nous avons eu une participation extraordinaire. Presque tous les pays membres du SIAPRO ont été représentés à un très haut niveau. Et les débats également ont dégagé des recommandations très pertinentes. Ce qu'il faut retenir, le SIAPRO qui se tient régulièrement ici à Ouagadougou permet aux responsables de prévention des risques professionnels de pouvoir partager des bonnes pratiques. Le Sénégal, qui en est à sa première participation, se réjouit du déroulement des travaux. C'est un bel exemple de solidarité qu'il faut développer entre nos pays sur des questions centrales qui nous préoccupent. Ce symposium a atteint largement ses objectifs parce que nous avons pu assister à une rencontre où nous avons trouvé en même temps des universitaires, des chercheurs, des spécialistes, des communicateurs traditionnels, des professionnels, une société civile plus exigeante, des citoyens plus exigeants, et pour réfléchir sur des questions qui touchent à la prévention. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition, prévue pour se tenir dans 3 ans. Dans l'actualité ce matin aussi, le CITO avec la participation des pays voisins, le Togo, le Bénin, mais surtout le Mali qui a perdu une partie importante de ses sites touristiques ces derniers jours. Marguerite Douagneau est allée à leur rencontre. Voici son reportage. Le Bénin et son voisin le Togo, le Mali, sont présents au CITO 2012. Le Bénin, au 9e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, veut faire la promotion de 2 parcs nationaux, la Pendjari et le parc W. On vient ici pour rencontrer les professionnels du voyage, les hôtels de la place. Déjà, on est en contact avec certains, mais on va resserrer les liens, voir encore en dépit de toute l'actualité internationale dans la sous-région actuellement, se rassurer, se reprendre la main. Parce que c'est vrai, il semble avoir une stabilité, mais ça ne veut pas dire que le tourisme doit être arrêté tout de suite comme on le voit, on décrète des destinations rouges. Je pense qu'on est là, on n'a rien ici. Et puis nous aussi, on n'a pas envie quand même de prendre des touristes et aller les mettre dans l'insécurité. Le Togo, qui a son sourire à offrir au monde, en plus de son riche patrimoine touristique, est encore au CITO. Nous avons des sites naturels et culturels d'intérêt touristique que nous vendons. Nous avons une ouverture sur l'océan, ce qui nous permet de développer un tourisme balnéaire. Mais en dehors de ça, nous avons des formules de séjour intégrées à des excursions et des circuits. Et donc nous disons qu'en combinant tout ça, on peut découvrir des sites d'intérêt naturel et culturel. Nous avons également des manifestations culturelles comme les festivals, les fêtes traditionnelles, les rites initiatiques. Mais en dehors de ça, il y a l'accueil qui est un élément fondamental. Et nous avons même un slogan qui dit que le Togo, c'est le sourire de l'Afrique. Vous le voyez sur nos affiches. Donc nous disons que le Togo, c'est le sourire de l'Afrique. Le Mali, qui connaît des moments difficiles, le tourisme malien en a pris un coup, mais cette situation est loin de décourager les professionnels du tourisme. Le Mali traverse un moment très difficile, mais le Mali il est toujours vivant.
ces beautés, ces richesses, elles sont toujours là. Donc sûrement qu'on attend que la situation de sécurité, ça va se rétablir et on espère le plus tôt possible. Mais il ne faut pas que le secteur de tourisme tous au Mali, ça se décourage. On sait que les agences, les hôteliers traversent des moments difficiles, mais il faut essayer toute stratégie pour rester en place. Le rendez-vous du CITO est un rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. L'arrêté portant sur la modalité d'acquisition d'une carte de presse ou de laisser-passer au Burkina connaîtra-t-il une relecture dans les jours à venir? La proposition a été faite par des acteurs à la fin d'une rencontre sur le bilan des 3 ans de l'opération. Nicolas Zigani. Les participants ont, pendant ces 48 heures d'échange, fait un diagnostic sans complaisance des défaillances et acquis dans la livraison de la carte de presse. Ils ont ensuite formulé des propositions pour une meilleure prise en compte de certains aspects. D'abord pour la relecture de l'arrêté, de façon à prendre en compte la définition du journaliste professionnel telle qu'elle est prévue dans le Code de l'information et aussi dans le sens de revoir à la hausse la durée de validité de la carte de presse et du laissez-passer. Et s'agissant des avantages liés à la carte de presse et au laissez-passer, il y a des propositions tendant à demander, par exemple, de légiférer sur la question de l'accès aux sources d'information pour le journaliste. Et aussi, des propositions ont été faites sur la manière de conduire le plaidoyer vers les différents partenaires, que ce soit l'État ou les partenaires privés. Ces propositions très enrichissantes vont servir de base de travail pour le nouveau comité technique de la carte de presse entrant. Ce comité aura vraiment du grain à moudre au regard du travail abattu par les participants au cours de cet atelier. 120 millions pour la coopérative des producteurs de Yako pour financer un projet. Résilience Plus se veut une réponse à la crise alimentaire. C'est une ONG américaine qui apporte ce soutien. Yolande Lompo. L'école, par définition, ne devrait pas engendrer la violence. Aujourd'hui, force est de constater pourtant que d'année en année, les choses vont de mal en pis. Au Burkina Faso, la crise sociale de 2011 atteste encore de l'enracinement de la violence chez les apprenants dans les différents ordres d'enseignement. En mettant en place en 2008 le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école, il était question de trouver des voies et moyens pour éradiquer ce fléau. Pour la deuxième fois, ces membres se concertent pour faire le bilan de leurs activités à travers une assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, il s'agira donc de faire le point sur ce qui a été réalisé pendant 2 ans. Quels ont été les acquis du Conseil national pour la prévention de la violence, dont l'objectif premier, c'est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique à la non-violence à l'école. Pour comprendre le phénomène de la violence à l'école, le Conseil a commandité suite aux troubles de 2011 une étude. Il en ressort que la violence peut prendre plusieurs formes et peut être circonscrite à travers plusieurs actions. C'est d'abord l'éducation aux valeurs morales, l'éducation au civisme, l'éducation à la citoyenneté et la mutualisation des différentes expressions et la mutualisation des différentes expériences et des contributions et des idées fortes qui peuvent se dresser pour qu'ensemble nous voyons comment prendre à bras le corps ce problème. Les principaux acteurs savent imiter à souhait les différentes manifestations de la violence à l'école. Ils l'ont démontré à travers un sketch présenté à la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale. C'était là donc l'assemblée générale du conseil chargé de gérer les questions liées à la violence à l'école. Un reportage de Jean-Baptiste Ouedraogo. Et voyons à présent les 120 millions pour la coopérative des producteurs de Yako pour financer un projet. Et ce projet, justement, c'est Résilience Plus. Il se veut une réponse à la crise alimentaire. Explication, Yolande Lompo. Une durée de 24 mois
Le projet Résilience plus Yako devrait permettre de satisfaire aux besoins alimentaires et financiers de plus de 29 000 personnes dans le Passoré. Et ce sont 120 millions de francs CFA qui seront débloqués dans le cadre de ce partenariat entre la coopérative agricole du Passoré et l'ONG américaine. De façon spécifique, il s'agit de procurer immédiatement de l'argent et des ressources à 134 000 membres de communautés au Burkina, au Mali et au Niger, grâce au système travail contre argent, de maintenir la sécurité alimentaire en augmentant le rendement agricole et en améliorant les moyens ruraux d'existence de 47 500 petits exploitants, d'accroître les opportunités entrepreneuriales de 10 890 femmes par l'amélioration du traitement après récolte et la transformation des excédents de récolte. L'objectif de ce projet est de permettre une augmentation des revenus des paysans, de protéger l'environnement et de lutter contre la faim. Et la formule qui a été trouvée était de pouvoir injecter de l'argent directement dans les communautés à travers une approche qui est le travail contre argent. D'ores et déjà, les activités entreprises dans le cadre du projet ont permis à 6 402 familles durant le mois d'août de bénéficier de plus de 7 millions de francs CFA pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Les actions à entreprendre pour la pérennisation du projet, c'est vraiment la production sémencière. Parce qu'on a vu qu'avec la semence locale, dans un contexte vraiment de changement climatique, ce n'est pas évident qu'on puisse vraiment aboutir en tout cas à des rendements vraiment meilleurs. Et pour un peu travailler dans le sens de la pérennisation, le projet a entrepris de former et d'équiper les femmes pour la production sémencière, notamment du niébé. La coopérative agricole rassemble plusieurs groupements et les populations seront formées afin d'améliorer leur production agricole. Un projet qui intervient au moment où la campagne agricole en cours se comporte plutôt bien. Dans le sud-ouest, par exemple, les champs de coton promettent et la Sofitex se voit déjà dépasser ses prévisions. Le directeur général de la société cotonnière était dans la région. Explication, Christine Koulibaly. Cette première sortie du directeur général de la Sofitex dans la région cotonnière de Diebougou a débuté ici à Nakar dans l'une des exploitations de Kormeda. Sur cette superficie de 4 hectares 65, il atteint une production de 5 tonnes, soit un rendement de 1 tonne 230 à l'hectare. Là, dans le champ de Pascal Sommet, la récolte a déjà commencé. Monsieur Sommet atteint une production de 19 tonnes sur une superficie de 13 hectares. On utilise beaucoup de fumier organique. On produit du fumier organique. À base des tiges de coton, des tiges de mil, on fabrique beaucoup de fumier organique. Et puis, on les envoie dans les champs. La fumée organique, c'est plus meilleur que l'engrais, si je viens bien voir. Parce qu'il suffit qu'il est là, à côté ici qu'on voit là. Le coton est grandi, la hauteur, ça vaut 2 mètres. C'est la fumée organique seulement qu'on a utilisée. Il n'y a pas l'engrais, il n'y a pas l'urée. Mais à part l'urée aussi, on utilise le KCL. Un tour dans le Yoba, les champs de coton visités présentent à peu près la même physionomie. Une physionomie qui permet au premier responsable de la nationale des fibres textiles du Burkina d'espérer. J'ai pu noter au travers des différentes exploitations que j'ai pu voir et tout au long sur la route que la campagne cotonnière et agricole d'une façon générale se présente bien. Et de l'avis des producteurs, puisque c'est eux les premiers acteurs, ils estiment que la campagne de cette année sera meilleure que celle de l'année dernière. Et donc nous avons bon espoir que si la pluie arrive à terme, nous pourrions au niveau agricole et particulièrement au niveau du coton avoir une bonne production, certainement meilleure que celle de l'année dernière. Cette sortie a été une occasion pour le directeur général de la Sofitex de rendre une visite de courtoisie aux autorités locales et de s'entretenir avec le personnel de la Sofitex de Diebougou. Un reportage signé Karim Sissé. Cette campagne pourrait aussi profiter aux acteurs de l'embouche bovine dans l'alimentation des animaux notamment. Pour augmenter la production, une trentaine de personnes apprennent à conduire un atelier d'embouche à Bobo-Dioulasso. Christine Koulibaly.
L'élevage est l'un des secteurs porteurs au Burkina, d'où le combat du gouvernement pour accroître la productivité en vulgarisant les bonnes pratiques telles que l'embouche bovine et ovine. Si ces pratiques n'ont plus de secret pour ces éleveurs, le rationnement, condition de la réussite technique et financière de l'atelier d'embouche demeure un souci. D'où cette formation. Il s'agit de donner aux producteurs les éléments pour comprendre les techniques de rationnement pour les bovins et les ovins d'embouche. On s'est rendu compte que un des problèmes, c'est que les éleveurs pratiquent de façon ancestrale l'alimentation des animaux. On ne dit pas qu'ils ne connaissent pas, mais quand on veut passer aux pratiques modernes, ça pose problème. Donc l'objectif essentiel de la formation, c'est de renforcer leur capacité pour qu'ils comprennent qu'en alimentant un animal, c'est avant tout un objectif économique qui est recherché. Objectif recherché également par le PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales qui appuie financièrement l'association interprofessionnelle de la filière bétail-viande du Houé dans sa quête d'une meilleure productivité. On tend vers la professionnalisation. Donc si nous restons toujours dans les stades vraiment informels ou bien traditionnels, la concurrence est très rude. Donc il faudra des formations de pointe pour pouvoir être vraiment concurrentiel sur le marché national et sous-régional. Au sortir de cette formation de 3 jours, la trentaine de participants devraient acquérir des rudiments nécessaires pour réussir l'ensemble des opérations de conduite d'un atelier d'embouche. Pour ceux qui sont cinéma, ce nom vous dit certainement quelque chose. Mamadou Nianou est l'un des jeunes cinéastes qui réalise. À son actif, il a 2 longs métrages. Évariste Kombari l'a rencontré pour nous. Portrait. C'est connu, le 7e art fascine et attire la jeunesse mondiale. Ils sont nombreux, les jeunes burkinabés qui rêvent eux aussi de devenir acteurs de cinéma ou cinéastes. Ils demandent de lire le livre. C'était pas comme ça que tu faisais. Tu avais fait des trucs comme ça. Action! Mamadou Nianou, lui, a choisi de travailler derrière la caméra comme réalisateur. Son temps, dans les années 80, je me rappelle, nous, on n'avait pas de télévision à la maison. Mais lorsqu'il y avait un film africain qui passait à la télé, les voisins qui savaient que je suis très intéressé faisaient toujours appel à moi pour que je vienne voir. Je pense que c'est des signes que sur lesquels je peux dire en fait que c'était des signes révélateurs. Long fut le parcours de Mamadou Nianou. Après un premier contact avec l'univers du cinéma, il ne lâchera plus prise. Convaincu que son succès dans le cinéma passe par la formation, on le retrouvera en stage en Côte d'Ivoire et sur de nombreux plateaux de tournage au Burkina Faso. J'ai d'abord écouté, je suis beaucoup plus attentif. Pour les hommes du cinéma, je les écoute beaucoup. Et j'essaie de savoir pourquoi est-ce qu'on réalise un film, pourquoi est-ce que tel plan a été réalisé, les scénarios, qu'est-ce que cela signifie et tout ça. Et par la suite, j'ai essayé de me former. Et je me suis formé, donc toujours dans la tendance de me perfectionner. Je suis parti à l'issue d'un stage. Je suis retrouvé à Abidjan, à la RTI. Le grand saut, il l'effectuera en 2001, lorsqu'il réalise son premier film, un documentaire consacré au fléau de la drogue, avant de s'essayer au long métrage en 2009. À ce jour, Mamadou Nianou a 2 longs métrages à son actif, Ouaga Battle et Entre le cœur et la raison. Mamadou n'a pas eu la chance de se dévancier. Il est arrivé au cinéma à un moment où le cinéma burkinabé bat de l'aile. Les finances, il faut le dire, se font rares et même très rares. Pour les nouveaux venus, tourner un film dans de telles circonstances s'avère difficile, voire impossible sans appui. Je pense que quelque part, on a besoin d'un regard de soutien moral et tout ça. Je le dis, soutien moral, parce qu'il faut qu'on nous soutienne matériellement, moralement et financièrement. Et ça va de la responsabilité un peu de nos autorités, quoi. Je pense que quelle qu'en soit la manière, même les États-Unis, ils n'ont pas commencé le cinéma comme ça, sur le vide. Ils ont eu un soutien de base et suite à laquelle ils se sont eux-mêmes investis pour en faire un business. Malgré les embûches, Mamadou Nianou croit dur comme fer à son étoile. Son rêve est de remporter